extraordinaires aventures de Phileas et Spigott. Le mystère du crâne de sucre, épisode 16, le grand serpent à plumes. Le petit groupe arpentait depuis presque 1 heure le réseau de grottes souterraines qui, de toute apparence, reliaient entre eux de nombreux cénotés. Heureusement d'ailleurs, car sinon, la noirceur aurait été totale. Je crois bien que nous sommes en train de tourner en rond, Phileas, mon ami. Avança Spigott en s'arrêtant net sur place, les pieds dans l'eau d'un autre cénoté. Je suis certain d'avoir vu cette stalagmite avant. Sottise, mon cher, sottise. Il est bien connu que toutes les stalagmites se ressemblent entre elles, à l'instar des stalactites d'ailleurs, lui répliqua Phileas en se grattant le menton dans une vaine tentative pour paraître plus savant qu'il ne l'était. Mais Spigott n'était pas dupe. L'assurance habituelle qui caractérisait son ami de toujours n'était plus aussi perceptible dans sa voix. De toute évidence, Phileas aussi commençait à douter. Une chose est certaine, les gars, il n'y a plus de graveur du tout ces parois. Alors c'est impossible de dire si on est toujours en train de suivre les traces de votre grand serpent, là. Grogna un raton qui commençait à en avoir marre de nager dans l'eau froide. Il faut dire que, là où les deux autres en avaient jusqu'à la taille, Raton, lui, en avait jusqu'au cou. Et bien que douce, l'eau n'en était pas moins glaciale. S'installa alors un court moment de silence, alors que tout un chacun se creusait le crâne pour sortir leur trio de cette bien fâcheuse impasse. Ce court moment de silence leur permit par ailleurs d'entendre un curieux sifflement. Vous entendez ce bruit? Demanda en premier Phileas. On dirait le vent qui soufflerait dans une étroite ouverture. Proposa Spigott. Chose certaine, je ne l'entendais pas auparavant. Ben voilà bien la preuve que nous sommes toujours sur le bon chemin, messieurs. Ou du moins, que nous ne tournons pas en rond, car ce sifflement est bel et bien nouveau à mes oreilles également. Ben donc, c'est le vent qui s'est levé entre-temps, ajouta le pragmatique Raton. De toute façon, ça sert à rien de niaiser ici. On continue. Oui, continuons. Mais cette fois en suivant le bruit du sifflement, précisa Phileas en reprenant la tête du groupe d'un pas décidé. 10 ou 15 minutes de marche plus tard, le tunnel arpenté par nos amis se mit à descendre de façon perceptible. Ils avaient, de toute évidence, rejoint un plan incliné. Peu de temps après, de bien étranges champignons luminescents firent leur apparition çà et là, tantôt directement au sol, tantôt sur les parois. Chose certaine, les étranges excroissances leur permettraient d'y voir plus clair. Regardez, les amis, des champignons phosphorescents, murmura Phileas. Je n'ai jamais rien vu de semblable, et vous? Non, jamais, répondit Spigott. Et toi, Raton? Non. Puis il n'y a pas rien que les champignons qui brillent. Regarde plus loin. En effet, sur les parois du tunnel en contrebas, des gravures luisaient dans l'obscurité. Chacune d'entre elles représentait un gigantesque serpent à collerette de plumes. Les indigènes qui vénéraient le grand serpent se seront probablement servis de pigments tirés des champignons qui garnissent ces grottes pour dessiner sur les murs, proposa Phileas qui se prenait tout à coup pour un archéologue d'expérience. C'est bien possible, Phileas, répliqua Raton. Mais c'est aussi bien pratique, car ça fait un bon bout de temps que j'ai pas vu la lumière du jour à travers quelques fissures au plafond. Ou bien donc, on n'a pas pataugé dans un cénoté. Je crois bien qu'on est en train de s'enfoncer sous terre, les gars. Puis que sans les champignons qui brillent dans le noir, puis les dessins phosphorescents, on verrait que dalle ici. Pensez-vous que nous sommes en train de passer sous l'océan? Demanda Spigott en regardant autour de lui avec inquiétude. C'est fort possible, mon cher, c'est fort possible. L'air me semble chargé d'humidité. Voyez par vous-même ces gouttes de condensation sur les murs.
De toute façon, il n'y a qu'une chose à faire, poursuivre notre chemin, clama Phileas. Je suis convaincu que nous sommes sur les traces du grand serpent à plumes. Le voyage souterrain de nos amis se poursuivit ainsi sur une poignée de kilomètres, illuminés par les champignons et des gravures de plus en plus complexes et détaillées. Mais leur beau périple s'acheva soudain au détour d'un chemin, alors qu'ils débouchèrent dans une immense salle souterraine au plafond voûté, visiblement creusée dans le roc par la main de l'homme. Au centre de la pièce se trouvait une sorte d'autel sur lequel était fixé un plan incliné en marbre, lui-même creusé d'une cavité circulaire de quelque 40 ou 50 centimètres de diamètre. Sur un mur du fond se dessinait le contour d'une immense porte de pierre fermée. Une porte qui devait bien faire dans les 5 mètres de haut, mais où ne figurait ni poignée ni verrou. Une immense porte de pierre condamnée. Et aucune sortie, aucune issue. Ils étaient dans une impasse totale. Et maintenant, Phileas, par où qu'on va? Maugréa Raton en regardant tout autour de sa petite personne. Sauf erreur de ma part, nous sommes dans un cul-de-sac. Qu'est-ce que c'est que ça? Dit Spigot en s'approchant de l'autel et en passant une main hésitante sur la surface du plan incliné. On dirait qu'il y a un objet qui devait s'insérer ici. Phileas s'approcha de l'autel pour l'observer à son tour. Un objet, certes, mon cher Spigot. Mais de quel objet pourrait-il s'agir sinon de ce fameux crâne de sucre qui semble nous échapper toujours et encore? Selon certaines versions de la légende, le crâne de sucre aurait effectivement la forme d'un masque, et cette indentation pourrait fort bien correspondre à celle d'un masque. Qu'en penses-tu, Raton? J'en pense rien pantoute, Phileas, mon gars. Je sais juste qu'il va falloir faire demi-tour, parce que de toute façon, on l'a pas le crâne de sucre. Raton fut interrompu par une voix bien familière qui s'éleva dans la grande salle souterraine. « Vous ne l'avez peut-être pas, mais moyez-les, les crânes de sucre. Mais dites-moi, bande de sans-dessin, qu'est-ce que vous avez fait des zébrises? » Le personnage qui avait aussi cavalièrement interpellé nos amis se tenait dans l'embrasure du tunnel qui les avait amenés jusque dans cette impasse. C'était, vous l'aurez reconnu, nul autre que Montezuma lui-même, vêtu de ses plus beaux apparats d'archéologue de renom et brandissant en effet un masque doré serti de pierres précieuses multicolores dans une main et une formidable arquebuse chargée dans l'autre. L'arquebuse en question était fixement pointée sur le petit groupe. Nos 3 comparses auraient eu toute la difficulté du monde à décider ce qui les surprenait le plus entre l'apparition de Montezuma, qu'ils croyaient perdu quelque part dans les rues de Chicken Pizza, et la beauté sublime de ce masque de sucre, qui semblait lui aussi, à l'instar des champignons et des délicieuses gravures, luire dans la demi-obscurité des lieux. Montezuma, mais qu'est-ce que tu fais ici? Balbutia Phileas en regardant son rival de toujours dans les yeux. Nous te croyions quelque part à Chicken Pizza, en train de nous chercher. Et comment as-tu réussi à mettre la main sur le crâne de sucre? Et pourquoi l'arquebuse? Montezuma pointa l'arquebuse en question plus précisément en direction de Phileas avant de répondre. « Phileas est mon ami. Tu as toujours quelques heures de retard. En retard pour ton navire et en retard sur le développement des choses. Vois-tu, j'ai rencontré Zébrise en sortant du navire sur lequel tu devais te trouver avec tes faire-valoir de toujours, ces nigauds de Spigot et l'animal mal léché qui te sert de mascotte. » Raton jeta un regard noir en direction de Montezuma et s'avança de quelques pas en serrant ses petits poings.
mais Spigot plaça une main sur son épaule pour freiner ses ardeurs. L'histoire était trop intéressante pour l'interrompre par l'une de ces bastons impromptus qui faisaient la joie de Raton. Et il y avait aussi, bien entendu, cet arquebus chargé pointé sur eux. Montezuma poursuivit comme si de rien n'était. « Vois-tu, Phileas, il se trouve que le maire de Lutetia, qui a mandaté les géants zébris de faire ce que tu ne parviendras jamais à faire, c'est-à-dire de ramener les grands serpents à plumes pour en faire la fierté d'une ville et de son zoo. Le maire de Lutetia, donc, a les poches bien plus profondes que celles du maire de Londinium, et c'est tout naturellement que je me suis rallié à leur cause. » « Ah, perfide traître !» fulmina Phileas. « Tu as donc rallié les rangs de l'ennemi! Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance, archéologue du dimanche! » Que des grands mots pour un baroudeur en herbe comme toi, plus confortable à siroter un café trop sucré en pantoufles dans son petit appartement qu'à parcourir les mondes des grands, répliqua Montezuma en maintenant son arquebuse sur Phileas. Maintenant, si tu pouvais te déplacer un tout petit peu vers la gauche, je vais voir si ces fameux crânes de sucre entrent bien dans l'indentation que vous avez découverte. Phileas obtempéra et alla rejoindre ses comparses. Montezuma, quant à lui, s'avança vers le plan incliné et il s'apprêtait à y insérer le crâne de sucre quand il s'interrompit soudainement et se tournant vers le groupe. « Mais vous ne m'avez pas dit ce que vous avez fait de mon bon ami Zébris. » La dernière fois qu'on l'a vu, il était en train de courir après un flibustier gâteux, lui expliqua Raton en ne le quittant pas des yeux. Mais t'es-tu bien certain de vouloir faire ça, Montezuma? Sais-tu seulement comment il va réagir, le grand serpent à plumes, si tu le déranges? Belle tentative, poilu personnage. Belle tentative, hein? Mais Montezuma s'y connaît en bluff. Les grands serpents à plumes est sûrement inoffensif, si même il existe. Allons, ayons-en le cœur net. Et d'un geste vif, Montezuma inséra le crâne de sucre dans l'indentation prévue à cet effet. Les deux correspondaient parfaitement, et un claquement des plus satisfaisants réverbéra dans la grande salle. Le crâne s'enfonça légèrement dans le marbre, et le contour de l'immense porte de pierre se mit à briller violemment de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La porte elle-même disparut, laissant graduellement paraître un immense vortex multicolore. Puis, peu à peu, le vortex s'estompa pour laisser entrevoir un paysage des plus étranges. On y voyait de grands immeubles à l'architecture improbable, des tours cyclopéennes défiant toutes les lois de la physique, et un ciel d'une couleur sans nom, une couleur jamais vue auparavant, une couleur qui ne figurait pas et qui n'a jamais figuré dans l'arc-en-ciel que nous connaissons tous. Mais sur quel monde étrange le crâne de sucre avait-il ouvert la voie? Nos trois amis fixaient l'étrange paysage en silence. Même Montezuma avait, pour un moment, baissé sa garde, captivé qu'il était par cette autre dimension. De manière soudaine, cet aperçu d'un tout autre monde fut remplacé par la tête colorée d'un immense serpent à collerette de plumes. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le grand serpent à plumes lui-même avait franchi l'espace entre les mondes et se trouvait dans la vaste pièce, qu'il remplissait presque totalement de son imposante présence. Les rumeurs n'avaient rien exagéré sur sa taille, bien au contraire. Le grand serpent à plumes était immense. Chacune des plumes de sa collerette devait bien faire plusieurs mètres de long, et l'animal lui-même, si d'un animal il s'agissait, avait la taille d'un immeuble à 5 étages. Sa gueule entr'ouverte laissait apercevoir le bout fourchu d'une langue frémissante que 4 crocs acérés encadraient parfaitement.
Un long sifflement sortit alors de cette fantastique gueule de serpent, brisant ainsi le silence qui régnait jusqu'alors en maître. Étonnamment, Montezuma fut le premier à se sortir de cette torpeur. Il s'avança d'un pas décidé vers le grand serpent à plumes et prit fermement la parole. « Grand serpent à plumes, y était salaud. Il vient de la part de nous l'autre que du maire de cette fantastique cité appelée Lutetia. Fantastique cité dont tu as certainement entendu parler. Et tu es prié par ces derniers de bien vouloir me suivre docilement, car nous tenons à ce que tu sois notre invité d'honneur. Tu feras la fierté de notre ville. » Puis, il tourna les talons et fit mine de se diriger vers le tunnel d'où il était sorti. Mais il ne reçut pour toute réponse du grand serpent à plumes qu'un long sifflement dans lequel on pouvait lire un heureux mélange de perplexité et d'impatience. Le grand serpent à plumes n'avait pas bougé d'un poil, ou d'une plume si vous préférez. « N'importe quoi », murmura Phileas entre ses dents, mais un coup de coude vigoureux de Spigot lui rappela de garder le silence. Montezuma reprit donc. « Grand serpent à plumes, moi, Montezuma, envoyé spécial du maire de Lutetia, t'ordonne séance tenante de bien vouloir me suivre. Tu es désormais la propriété du zoo de Lutetia, et tu auras l'obligeance de venir avec moi. » Puis, il fit demi-tour et s'avança d'un pas ferme et décidé vers la sortie. Mais le grand serpent à plumes, qui continuait de le fixer de ses yeux reptiliens, émit un troisième sifflement pour toute réponse. Cette fois, aucun doute possible, le sifflement était impatient, voire un peu outré. Montezuma fit volte-face et pointa son arquebuse directement sur le grand serpent à plumes. « Maintenant, ça commence à bien faire. Fini les gentillesses. Tu vas venir avec moi, ou bien y te truffle de chevrotines, espèce de stupide limace à plumes. » Pour toute réponse, le grand serpent à plumes ouvrit toute grand sa gueule et, plus vite que l'éclair, il bondit sur le pauvre Montezuma et l'engloutit d'un coup, sans même se donner la peine de le mastiquer. Il se retourna ensuite tranquillement vers Phileas, Spigot et Raton, qui se mirent à reculer vers le mur du fond, où l'immense portail était toujours ouvert sur ce monde fantastique. Spigot jeta un regard par-dessus son épaule sur cette ville improbable, cyclopéenne, avec son ciel d'une couleur qu'il n'aurait pas pu nommer. Puis, il regarda de nouveau le grand serpent à plumes, qui lui-même les observait tous les trois avec une grande curiosité. Il n'y avait évidemment qu'une seule chose à dire. « Là, on est mal! » Les extraordinaires aventures de Phileas et Spigot est un podcast produit avec amour par Martin Hanfield. Écrit et joué par Martin Hanfield. Avec les judicieux conseils de Fred Zipnet.